Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum aux débuts et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Dans cet épisode, vous découvrirez Gilles. Gilles se dévoile sur sa vie de papa, sur les questionnements qu'il a pu avoir et la façon dont ses enfants l'ont fait grandir, évoluer au fil des années. Depuis la rencontre, qu'il qualifie de révélation avec chacun de ses enfants, à son rôle de papa d'adolescent, il nous enseigne avec une infinie douceur le cheminement qu'il a suivi pour accompagner au mieux ses enfants et les aider à s'envoler vers leur vie d'adulte avec force et confiance en eux. Ces belles personnes, comme il aime les appeler, et sa compagne de vie, sa femme pour qui il témoigne une tendresse sans égale, lui ont permis de trouver en lui des ressources infinies et d'évoluer au quotidien. Doté d'un grand sens de l'écoute et de l'engagement, Gilles s'investit dans le programme MENCARE de l'association Meneur.ch qui propose toute une offre de prestations pour les pères et les jeunes pères, avec notamment pour objectif de libérer la parole des hommes autour de la paternité. Meneur.ch est une association qui offre un espace bienveillant et accueillant aux hommes qui souhaitent partager leur vécu, leurs ressentis, notamment dans le cadre de groupes de parole, afin de poser ses préoccupations entre hommes et d'enlever la pression et le côté intime que revêt la paternité pour beaucoup, et les aider à trouver les ressources qu'ils ont en eux et retrouver confiance en eux, en leur paternité, afin de la vivre avec plaisir. Je vous laisse donc vous plonger dans le témoignage de Gilles et en apprendre plus sur l'association Meneur.ch. Bonjour Gilles. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, nous présenter ta famille ? Oui, donc j'ai 55 ans, je suis papa de 3 enfants. L'aîné a 24 ans, le deuxième c'est un garçon de 22 et la troisième elle a 17 ans. Ça fait longtemps, ça fait plus de 30 ans que je vis avec la maman, avec ma compagne, en Valais. Et puis, donc j'ai la joie d'être papa depuis maintenant presque un quart de siècle. Ouais. Tu voulais être papa? C'est quelque chose que tu imaginais depuis que tu étais enfant? Oui, on est 5 enfants. Et donc, une fratrie riche, et c'est vrai que je suis toujours dit au début, je me souviens quand je voulais des enfants, je disais oui j'en voudrais 5, comme la famille. Ça n'a pas été un objectif en soi, mais ça a toujours été quelque chose qui pour moi me semblait assez logique, que je devienne père, mais quand je me figure que cette situation-là, c'était quelque chose de complètement théorique, quoi. C'était très... voilà, oui, je veux devenir père, mais sans aucune introspection par rapport à ce que ça pouvait signifier. Et c'est à quel moment que tu as commencé à te poser la question d'avoir... Quand j'ai rencontré la personne qui m'accompagne toute ma vie, on a vécu pendant 5, 6, 7 ans ensemble, notre vie d'étudiants et de jeunes travailleurs et travailleuses. Et puis après environ 7 ans, je me souviens que on était à la maison, tranquille, on regardait le plafond dans notre lit et voilà, c'est arrivé comme ça. Je sais même pas si on s'est regardé, puis on s'est dit mais je crois que c'est le moment qu'on essaie de construire une famille. Mm-hmm. Et puis on a décidé de laisser la nature faire son travail à ce moment-là. Et alors, ça a été des cadeaux. 3 cadeaux, des cadeaux parce qu'on a eu la chance déjà de les avoir facilement, entre guillemets, si je pense à beaucoup de familles qui n'ont pas pu avoir cette chance-là. Et puis cadeaux parce que pour moi ça a changé complètement ma vie, au même titre que la rencontre avec ma femme. C'est des éléments qui ont construit ma vie et qui m'ont construit complètement. Mm-hmm. Et tu disais que tu étais jeune travailleur, qu'est-ce que tu fais? Bon, j'avais fait l'économie, sagement, j'aurais pu faire peut-être les beaux-arts, et puis j'ai fait l'économie, voilà, pour être sérieux. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler en Suisse allemande, à Zurich, avec ma compagne qui m'avait accompagné à l'époque, en sortant des études. Et pour les premiers stages pratiques en entreprise, pour réussir
à rentrer dans le marché de l'emploi. C'était pas une bonne période. C'était pas une bonne période économiquement. C'était la récession au moment où j'arrivais sur le marché de l'emploi. Donc, ben voilà, ça m'a permis de familiariser avec certains dialectes suisse-allemands et puis ensuite de rentrer dans ce monde professionnel. Ça n'a pas été très agréable, intéressant mais pas très agréable d'ailleurs. C'était dans le domaine de l'économie, c'était assez agressif, assez stressant. Enfin, c'était pas une expérience très très appréciée. Aujourd'hui, je travaille pour une association qui s'appelle Menard.ch, qui est une association suisse, qui est la fêtière des organisations d'hommes et de pères progressistes. Et je développe un programme qui s'appelle Men Care. Men and Care, c'est justement le lien des hommes avec le care, les activités de soins au sens large. Donc j'ai cette chance de travailler à temps partiel. Pendant 30 ans, j'ai dit à ma femme que je voulais un temps partiel. J'ai attendu 50 ans l'âge de 50 ans pour le faire. Et j'ai cette chance de pouvoir travailler sur cette thématique de comment impliquer les hommes dans leur dimension de soins, de care, le self-care, le soin à soi-même. Cette thématique liée aussi à cette éducation genrée masculine, comme il existe l'éducation genrée féminine, qui est une variable qu'on sous-estime énormément dans l'impact qu'elle a dans notre qualité de vie, dans la relation qu'on a aux autres et à soi-même. Et donc moi je travaille du côté des hommes, on s'adresse aux hommes en leur disant ben voilà, le soin, l'attention à soi, c'est quelque chose qu'on peut développer et qu'on doit développer même si notre éducation nous a dit le contraire. Et toi, par rapport à ton éducation, c'est quelque chose que tu avais en toi, justement, cette idée du care? Ouais, c'est une bonne question. J'ai une maman qui est infirmière, qui était infirmière de santé publique, maintenant elle est à la retraite. Une sœur qui est sage-femme. Donc, oui, c'est clair que cette dimension du care, je l'ai vue, j'en ai bénéficié comme enfant et comme garçon encore plus, mais c'était quelque chose auquel j'étais assez ouvert. Cette notion enfant de tout ce qui était discriminant qui m'a toujours interrogé. Dans ma fratrie, on me traitait d'avocat quand j'étais petit parce que je défendais la veuve et l'orphelin. Et j'avais ce côté qui m'est resté, bien sûr, de dire ben voilà, les injustices sociales, individuelles, c'est des choses que faut essayer de diminuer au maximum. Donc cette question des inégalités, hommes-femmes principalement, mais pas que, c'est clair que c'est des choses bon, j'ai été assez emprunt tout au long de mon adolescence aussi. Toi, justement, qui travailles avec les hommes et pour les hommes, qu'est-ce que tu constates au niveau de la demande? Est-ce que tu vois qu'il y a une demande au niveau des hommes, justement, de travailler sur ces sujets? Ou est-ce que tu constates qu'il faut plutôt aller l'exposer et aller les chercher? Alors, avant de parler de demande, je parlerai de besoins. Il y a des besoins. Un humain, j'aime bien dire les hommes sont des humains comme les autres. Un humain, un garçon, un homme qui a été éduqué comme tel dans une éducation qu'on peut appeler virile, ça veut dire basée sur ses aspects dominés-dominants, sur ses aspects de pouvoir, sur ses aspects, voilà. Cette personne-là qui a été éduquée comme telle, c'est clair que on lui a dit, la société, la culture, lui a dit d'oublier tout un pan de son être. C'est le pan du ressenti, c'est ce pan des émotions, de ses besoins personnels, intimes, de son écoute. Et quand on délaisse cet aspect-là de soi-même, comment on va faire pour pouvoir être attentif aux besoins des autres? Quand on n'est même pas capable de connaître ses propres besoins, de reconnaître ou d'identifier ses propres ressentis, ses émotions. C'est toute la question. Et d'avoir le courage de les écouter une fois qu'on arrive à les reconnaître et les identifier et d'aller grailler là au fond de nous, dans chaque faille de chaque être humain, dans ses vulnérabilités, et d'arrêter de parler de faiblesse et de parler de la force de la vulnérabilité que chaque être humain a en soi, qui fait sa richesse, qui fait qu'il sera justement humain et qui pourra tellement donner autour de lui, parce qu'on grandit en allant visiter ses failles. Enfin, c'est l'expérience que j'ai vécue personnellement du haut de mes 55 ans. C'est que j'ai réalisé à l'âge de 50 ans que tous les gens n'avaient pas exactement les mêmes valeurs que moi. Alors, je suis un peu ridicule de dire ça, mais c'était vraiment ça. C'est que j'avais vraiment l'impression que grosso modo, on avait quand même tous les mêmes valeurs humanistes, par exemple. Enfin, comme moi, j'ai défini comme humaniste, mais... Finalement, tout le monde n'a peut-être pas les mêmes valeurs, comme tu dis,
même si je pense que la base est quand même là, et qu'elle est importante pour tout le monde. Mais est-ce que tu penses que les autres personnes à qui tu en parles le reconnaissent et se disent qu'il y a un travail justement à faire là-dessus? Quand on parle de ça avec des hommes, il y a toujours la dimension du groupe qui joue un rôle. Ça veut dire si on est seul à seul, quand on a des discussions, ou si on est à plusieurs à discuter. Là, il y a quand même, il y a quand même des freins très forts. Dans les relations entre hommes, ou de façon où l'éducation genrée masculine joue un rôle, moi je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. J'ai des amis qui sont soit séparés, soit qui ont fait des burn-out, puis proches, et qui n'en ont pas parlé. Et j'ai appris après une année, ou après la séparation. Ou... Parce que tu penses que c'est lié avec cette idée de faiblesse, en fait, pour un homme, particulièrement pour un homme? Je pense qu'il y a ce côté... on doit se débrouiller tout seul, quoi. Ouais, je me débrouille, je gère. J'aime bien dire une anecdote une fois où j'avais une voiture au bord de la route qui était en panne, et puis quand je passais par là, la personne qui était en panne me dit vous allez me sortir de là, ou vous êtes un homme donc vous savez réparer la voiture, quoi. Et puis moi j'ai fait comme si je savais, mais je savais rien. Ce côté je dois gérer tout seul, sans ressources extérieures, pas aller chercher d'aide. Et en y pensant, ça m'a touché, bien sûr. Et d'un autre côté, je peux aussi me dire, mais pourquoi est-ce que toi, t'as pas aussi été discuter avec eux? Pourquoi est-ce que moi, je me suis pas adressé à eux en voyant qu'ils étaient pas super bien? Et voilà, quoi. Donc j'ai aussi, quelque part, je me pose la question de, est-ce que j'ai été aussi attentionné que j'aurais dû l'être comme un ami? Mais comment est-ce que tu pourrais, par exemple, si en tant qu'ami, t'essayes d'avoir cette démarche et que l'autre personne aussi, de l'autre côté, le vivrait comme un échec ou une faiblesse, comment est-ce que toi, en tant qu'ami, tu pourrais justement avoir cette sensibilité de savoir qu'il y a quelque chose et que tu pourrais aider? Alors, savoir aider, pouvoir aider, je sais pas, ça, c'est pas... Mais d'être avec, simplement, de pouvoir être avec, quoi, de pouvoir accompagner, alors, ça leur appartient. J'aime bien dire ça, c'est que c'est pas une façon de me défausser, mais ça appartient à chacun. Moi, j'ai vécu aussi une situation où j'ai eu pratiquement un burn-out, j'ai aussi une situation où j'ai été mobé pendant de longs mois. C'est vrai qu'il y a des réflexes de défense qu'on met en route dans ces moments-là, et donc qui sont propres, je pense, à chacun. Et donc dans ce sens-là, quelque part, voilà, pour moi en tout cas, c'est que je peux comprendre qu'une personne a besoin de se recentrer sur elle dans des moments difficiles comme ça. Mais je me pose quand même la question de savoir est-ce que si ça avait été des femmes, elles n'auraient pas été chercher des ressources ailleurs, et parce que c'était des hommes, elles ne l'ont pas fait auprès d'autres hommes, hein, d'un autre proche. Et ça, c'est vrai que c'est des questions qui m'ont bien fait réfléchir. Et quand je suis arrivé à 50 ans, j'ai fait un petit peu de mes à-fonds, quoi. J'ai réalisé qu'en fait je représentais quelque part l'image d'un homme blanc, cis, hétéro, dominant, bien éduqué, universitaire, bien intégré, avec un bon niveau socio-économique, quoi. Et puis que cette image-là, presque, hein, mais pas tout à fait, j'espère, mais peut-être de mâle alpha, cette image-là correspondait pas du tout à ma propre masculinité. Et j'ai appris ça de l'expérience que j'ai vécue professionnellement, qui a été difficile. Et c'est depuis là que j'ai décidé de dire non, là je vais m'écouter, me centrer sur moi et apporter ma modeste part à cette question du genre et de l'impact de la société sur le bien-être individuel à cause du genre, quoi. Et j'ai eu cette opportunité qui m'est arrivée par des réseaux même pas officiels, donc voilà, il y avait un chemin qui s'ouvrait pour moi. Ouais. Et justement, dans cette période-là, toi-même, en tant qu'homme,
Est-ce que t'as pu aussi, toi, t'ouvrir à d'autres hommes, à d'autres amis, justement, des difficultés que tu vivais à ce moment-là? J'ai fait pas mal de travail, effectivement, de développement personnel, avec des personnes que je triais sur le volet, parce que j'ai jamais eu l'idée d'avoir des personnes de référence ou des maîtres j'ai jamais eu d'idole, même alors que j'aime bien le foot, j'ai jamais eu des footballeurs, etc. J'ai ce côté personnalité qui prime sur moi, ça c'est quelque chose que j'ai jamais eu. Par contre, de pouvoir bénéficier d'expériences de personnes qui ont des grandes richesses de vécu, de partage, ça je l'ai fait. Donc grâce à ma compagne qui fait ça depuis longtemps pour elle, et ben gentiment elle m'a entraîné un petit peu et j'ai pris un petit peu mon courage à deux mains. Et je me suis dit à ce moment où j'ai vécu cette situation, je vais aller un petit peu grailler quoi, je vais aller discuter avec moi et aller voir des endroits que j'ai peut-être un peu peur d'aller visiter. Donc j'ai fait ce travail-là avec différentes personnes, des fois en groupe, des fois pas trop individuel, mais plutôt en groupe, des échanges, des partages, des pratiques de méditation, voilà, de beaucoup de choses pour réussir à être un petit peu plus à l'écoute de mon corps et de moi. Donc j'ai fait ce travail introspectif. Et je continue à le faire, c'est pas fini, bien sûr. Et aussi cette remise en question en fait, de ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas dans ce que je suis. Ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait. Pendant 20 ans ou 30 ans, j'ai toujours pensé que j'étais un homme libre. Vraiment dans mes idées, dans ma façon d'agir, même dans mon fonctionnement. Quand bien même j'ai été employé, que j'ai travaillé pour des employeurs différents. Et j'ai toujours pensé franchement que j'étais hyper libre, quoi. Et j'ai pas du tout réalisé à quel point j'étais influencé par mon contexte, par mon environnement. Et à quel point j'ai peut-être fait des choses qui m'appartenaient pas. Et c'est ça que j'ai appris, de réussir à être conscient qu'il faut que je trie dans mes décisions. Et de savoir quand je prends une décision, si je la prends pour moi, ou si je la prends pour un système, pour la société, ou pour quelqu'un d'autre. Et là-dessus, j'ai pas mal travaillé. Ouais. En faisant ce travail, j'ai toujours été plutôt estimé comme quelqu'un avec une bonne écoute. Alors on va dire comme un garçon avec une bonne écoute. Adolescent, jeune adulte, j'avais de temps en temps des retours de gens qui aimaient bien me confier des choses, et puis j'écoutais, et donc j'ai eu ce côté-là quand même relativement bien développé, mais ce que j'apprends maintenant depuis quelques années, c'est vraiment de réussir à mieux percevoir des réalités complètement diverses d'autres personnes. Ce côté comprendre qu'une personne vit quelque chose de complexe qui lui appartient et puis qui est unique. Je travaille beaucoup là-dessus pour être plus accueillant par rapport à ça, par rapport à ce qui, de prime abord, pourrait peut-être me rebuter ou me déplaire. Ouais. Parce que j'imagine que dans le cadre du travail, c'est un peu la base de ton travail, mais aussi de ton travail de père. C'est totalement lié avec le fait d'avoir des enfants aussi et de voir leur évolution, de voir leur caractère totalement différent les uns des autres. Complètement. Les plus beaux jours de ma vie, c'est les trois naissances. C'est clair. C'est de loin les plus beaux jours. Ça a été une révélation pour moi. Ça m'a permis de me recentrer. J'étais pas bien. J'étais pas très bien avant de connaître ma femme et j'étais pas non plus très bien avant de connaître mes 3 enfants les uns après les autres parce que je manquais de sens en fait. Il manquait un peu de sens pour moi. Et ils m'ont donné ce sens-là parce que en fait ce qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils m'ont juste remis à ma place, ça veut dire dans le moment présent quoi. Et parce qu'un enfant il vit au présent, et il se projette pas surtout quand il est petit. Ensuite quand il devient un peu plus grand, on peut commencer à aborder d'autres questions plus projectives quand ils viennent ados, etc. Mais petit, voilà, il a une demande et tu vas pas pouvoir négocier comme tu le fais avec un adulte pour pouvoir attendre dans 1 heure, je reviens vers toi dans 1 heure, quoi. Oui, t'as beau l'expliquer, ça... c'est vrai. Donc, c'est leur grande force et puis, évidemment qu'il y a cet effet de résonance de voir ce bout de vie là qui se développe et qui fleurit, chacun à sa manière, chacun avec sa couleur. C'est des cadeaux, c'est extraordinaire.
Et cette notion de sens dont tu parles, que ta femme et puis tes enfants t'ont donné, tu l'as senti immédiatement ou tu l'as senti après des années avec le recul? Non, je l'ai senti tout de suite pour moi égoïstement parce que ça me permettait de me recentrer. La difficulté, la dureté de s'occuper d'un enfant en bas âge, d'être présent, c'était pas facile, mais c'était imposé à moi. Ça s'impose à moi. Un enfant, il s'impose. Si tu veux t'occuper de lui, il s'impose. Ses besoins s'imposent. Donc, ce sens-là, moi, je l'ai vraiment eu directement et j'ai accueilli ces enfants en me disant que d'abord, c'était pas les miens. C'était eux qui m'avaient choisi. Ouais, c'est eux qui m'ont choisi, qui nous ont choisi avec la maman. Et donc ça m'a beaucoup aidé je pense dans ma relation à eux. Ça veut dire d'essayer de pas imposer mes valeurs, par exemple, voilà, mes croyances, etc. Ça veut pas dire que je les ai pas transmises, bien sûr, je les ai transmises comme parents, comme personne de référence, mais en tout cas pas imposer consciemment. Donc il y avait ce côté vraiment de dire, ben voilà, moi je suis là pour t'accompagner, te faire grandir, quand même être une sécurité pour toi et t'expliquer peut-être aussi où les traquenards, les risques, voilà, il y a quand même des choses, tu vaux autant que moi, mais il y a des choses que t'as pas encore expérimentées comme enfant, comme bébé, comme ado. Donc si je peux être utile juste à partager mes expériences et te les donner et que t'en fasses ce que tu veux, quoi. Oui, dans ce sens-là, j'ai été très actif, mais je dirais que pour moi, la partie la plus difficile, ça a été les premières années, disons entre 0 et 5, 7 ans, où professionnellement j'étais très pris. C'est un âge où je voulais faire carrière, quoi. Donc j'ai beaucoup investi professionnellement et c'est vrai que j'aurais pu plus accompagner ma femme. Beaucoup plus. Et mieux, même si ça sert à rien d'avoir des regrets. C'est trop tard. Mais mon énergie vitale a été mal répartie et je me souviens de périodes, j'ai des exemples qui sont un peu criants, de dimanche où j'invitais des amis et en fait je me réveillais à 7 heures sur mon siège dehors sur la terrasse et puis j'avais dormi pendant 5 heures de temps tellement j'étais épuisé, par exemple. Donc des périodes difficiles et je me dis j'étais beaucoup trop chargé par le travail et j'ai dû charger aussi mes enfants avec ça et ma femme. Donc ça c'était une période difficile que j'ai vécue. Un petit peu plus tard, quand c'était un peu plus grand, j'ai eu aussi des périodes comme ça où en fait j'ai toujours été investi dans mon rôle de père, ça veut dire dans le côté cadrant, éducatif. C'est quelque chose, pour moi, c'est naturel. Donc pour moi, c'est clair que j'avais une fonction, et cette fonction de le faire, de poser un cadre sécurisant, aimant, du mieux que je pouvais, hein, évidemment. Faudra surtout pas leur demander comment je l'ai fait, hein, mes enfants. C'est trop risqué. Mais ça, oui, ça c'est quelque chose que j'avais en moi, ce rôle-là, il était très clair. J'ai pas eu besoin de me forcer à le tenir. Par contre, de savoir comment j'ai pu le mettre en œuvre, je sais que j'aurais pu faire mieux, mais c'est comme ça, quoi. Et maintenant, j'ai travaillé là-dessus aussi en disant, j'ai fait du mieux que je pouvais à ce moment-là, avec les moyens que j'avais, et je remercie la maman pour tout ce qu'elle a fait pour compenser les manques que j'ai peut-être provoqué à ce moment-là, et elle a assuré un max, quoi. Mais là, à t'entendre, on sent que t'as trouvé ta paix et que ça avait l'air d'avoir trouvé votre équilibre aussi, grâce aussi à ton travail personnel. Donc c'est vraiment hyper important de travailler sur soi pour pouvoir aussi trouver sa place au sein du couple et puis surtout auprès des enfants, parce que on discutait avant et tu me disais que les enfants ils agissent vraiment par mimétisme, et ça c'est vrai. Donc ils s'inspirent énormément de ce qu'ils voient, de la personne que t'es en tant que parent. Donc c'est vrai que là, tout ce que tu nous enseignes aussi, c'est que c'est vraiment important de travailler sur soi. Oui, c'est ce que je remarque et je l'ai fait toute ma vie. Bien sûr, chaque personne travaille sur soi, consciemment ou inconsciemment, mais là, je l'ai fait consciemment. Et c'est vrai que après, c'est devenu maintenant une démarche personnelle. C'est devenu presque un réflexe. Ça veut dire que je travaille et quand j'ai
l'occasion de rencontrer quelque chose qui me pose problème, ben j'essaye d'aller me confronter plutôt que de fuir. Ça veut pas dire que c'est facile, mais je sais que j'ai déjà fait et que j'ai survécu. Tout va bien, merci. Et puis même j'ai appris des choses qui m'ont renforcé sur moi, sur mon fonctionnement, et c'est vrai que toutes ces démarches que j'ai faites maintenant, maintenant je peux en bénéficier dans ma relation avec des ados. Maintenant ils sont ados, ils sont grands ados même pour certains. Et c'est vrai que d'être dans un échange avec ces personnes-là, de cet âge-là, c'est un enrichissement énorme. Ça veut dire ils me construisent, ils m'apprennent la vie, quoi. Et c'est génial, c'est une chance inouïe. Tout à l'heure, quand tu parlais d'être le papa, en fait, qui apporte la discipline, enfin, cette idée de la discipline, c'est lié aussi avec le fait que t'es un homme, tu penses, ou c'était lié avec toi, tout simplement, ta volonté, la façon dont tu t'envisageais la paternité? Non, alors je pense que c'était vraiment personnel, quoi. C'est vraiment avec mon éducation. Je peux me tromper, mais c'était des valeurs personnelles de côté sécurité, affective, relationnelle, des bases comme ça c'était quelque chose. Et je parle de cadre. Pour moi, de poser le cadre, je l'ai vécu comme papa, comme tous les papas. Ça veut dire lorsque on a un enfant de tous âges qui est petit, un peu plus grand, puis qui est pas bien, beaucoup sont pas bien parce que justement ils sont laissés à eux tout seuls, ils sont laissés à eux-mêmes, alors qu'ils ont besoin d'un cadre eux-mêmes comme enfants. Et comme adolescent aussi. Et donc le fait de simplement poser un cadre, c'est pas du tout être dans l'opposition ou bien la violence, ça n'a rien à voir avec ça. C'est bien au contraire. Chaque fois que je faisais ça, je voyais que l'enfant était mieux après. Parce que je l'avais sécurisé. Et donc c'était vraiment mon rôle. Et là je l'ai compris ça très très vite, ou je l'ai compris parce qu'on me l'a fait comprendre. Mes enfants aussi, j'ai vu comment ils interagissaient. Donc ce côté cadrant, c'est clair que pour moi c'était la base, c'est la base. Oui, en fait, c'est pas de la discipline, c'est plus le cadre, effectivement, comme tu le dis. Oui, la discipline, bon, après il y a des règles, il y a des valeurs qu'on transmet, c'est clair que là, il y en a aussi qui sont de l'ordre d'une certaine discipline qui peuvent arriver, bien sûr, comment on fait pour vivre ensemble, quand on est 5, voilà, des règles de vie communes. C'est clair qu'il peut y avoir des notions de discipline, mais en tout cas, ça n'a jamais été, pour moi, une discipline, la discipline. Je me demandais par rapport à tes enfants aussi, tu parles d'eux en disant que c'est un cadeau, que tu voulais t'impliquer dès le départ. À partir de quand, toi, tu t'es senti papa? Tu sais, pour certains, c'est dès les premiers instants, dès la grossesse, dès la nouvelle. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps. Après, il y a des fois des événements particuliers qui font que d'un coup, certains se sentent papa. Alors moi, j'ai fait de l'autonomie avec la maman. Donc c'était il y a quand même 25 ans. Et cette autonomie, c'est quelque chose de magique. Je trouve que c'est pas du tout assez développé. Ça devrait être beaucoup plus développé pour les triades mère, enfant, partenaire, dans les maternités notamment, où elles sont très rares que ça soit proposé comme prestation. C'est très très rare, ça. Et pour moi, c'est une grosse lacune pour renforcer ce lien de la triade. Et pour moi, ça a été une révolution. Quand la première fois que je me suis retrouvé avec cette sage-femme française à Fribourg qui nous a simplement montré et expliqué ce que c'était, le premier ventre, la première fois que j'ai discuté avec le ventre de ma femme, la première fois que je me suis occupé d'elle, avec l'autonomie, où j'ai pu voir qu'avec des petits balancements, avec des petites manipulations du bassin pour lui détendre le périnée lorsqu'elle était fatiguée le soir, dans les dernières semaines avant l'accouchement, où elle était lourde, où elle était fatiguée, à quel point je pouvais lui faire du bien. Et là, j'ai réalisé deux choses avec l'autonomie. La première, c'est que je suis rentré en relation avec mes enfants bien avant l'accouchement. Et la deuxième, c'est que je pouvais faire du bien à ma femme. Et que j'étais capable, en tant qu'homme, de m'occuper de quelqu'un. Parce que jusque-là, j'avais peu eu l'occasion de m'entraîner dans ma vie d'homme. Même si j'ai pu aider, tout ça, mais ce côté care, ce côté soin. Et ces deux choses-là, ça m'a permis de me dire que je serais aussi capable de m'occuper de mon petit bébé quand il arriverait. Et c'est ce qui a été le cas, puisque je me suis bien occupé dans les tâches quotidiennes. J'ai été très actif, bien entendu, dans tout ce qui était répartition des tâches, mais dans la mesure de ce que je pouvais faire, dans la mesure où j'étais à plein temps. Mais je dirais que ce qui a été très fort dans l'autonomie, ça a fait que quand j'ai vu arriver mes 3 enfants, je leur ai chaque fois dit salut. En fait, je les connaissais déjà.
je me vois très très bien, c'était salut, quoi. C'était pas qui tu es, non, c'était salut. Je suis content de te voir. On a discuté. Il y avait un petit ventre entre deux, il y avait un placenta, t'entendais peut-être un petit peu le bruit de ma voix plus grave, là. C'était moi, bien sûr, tu le sais. Et je leur ai dit bonjour, quoi. Donc ça veut dire que ça a été un travail, bien sûr. Mais ça, je sais. Que si je les ai accueillis, si je les ai tellement bien, quand ils sont arrivés, c'est grâce à l'autonomie. Je trouve ça très émouvant, en fait, d'entendre ça. C'est vraiment très touchant. Et d'autant plus que je suis persuadée à t'entendre l'expliquer que c'est ce qui peut participer à une bonne répartition de la charge mentale. On en parlait aussi de la charge mentale, mais là, comme tu le dis depuis le début, c'est que tu savais que tu pouvais faire quelque chose pour aider ta femme au cours de la grossesse. Et pas seulement avec d'autres tâches, mais là, c'était vraiment lié au physique, en fait. Ben oui, à l'époque, bon, maintenant ça varie les pratiques, mais la maternité, le premier enfant est arrivé, c'était césarienne. Donc moi, j'ai eu le privilège de faire mon pot à pot, puisque la maman se faisait recoudre et soigner suite à la césarienne. Ben le temps que tout soit fait, ben moi j'étais tranquillement avec ma fille, et c'est moi qui lui ai fait son premier bain, mais surtout qui l'ai pris dans le pot à pot. Puis ça a été un moment inimaginable. Tu te regardes dans les yeux, tu vois la vie infinie dans ses yeux. Donc c'est des moments où voilà. Et puis je crois que c'était pour le deuxième ou la troisième, on est resté 20 minutes, même plus, 2 heures, 3 heures, j'en parlais l'autre jour, dans le lit. Elle était, je crois que c'était la troisième, je sais même pas, mais une des deux, elle était sur la maman, et on n'a même pas regardé quel sexe il avait ou elle avait. Mais oui. Ouais. Et c'est après 2 heures ou 3 heures qu'on s'est dit, ah mais au fait, c'est un garçon ou une fille? Mais tellement, c'est l'enfant qui est là, c'était juste cet être qui était là et puis qui nous rappelait au miracle, quoi. Donc c'est des moments très 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 intimes. On a eu 3 naissances en maison de naissance. Alors bon, après, on a bénéficié de l'avantage des maisons de naissance. La première aussi? La première, c'était prévu en maison de naissance, puis après, on l'a fait en césarienne. Mais après les 2 autres, on a aussi fait toute la préparation avec une sage-femme. Et donc, quand c'était le moment d'arriver, la deuxième s'est fait par voie basse sans problème pour le deuxième. Et puis le troisième, elle était fatiguée, puis elle a fait une péridurale, voilà. Donc on a juste changé de couloir et puis on a pu bénéficier de l'acte médicalisé de la péridurale et finalement toujours dans la maison de naissance, donc. Oui. Ok. Mais c'est une chance parce qu'en plus c'est vrai que pour le coup t'as vraiment ta place en tant que papa, t'es beaucoup plus intégré dans le processus. Oui, complètement. Et ça permet vraiment, puisque on accompagne la sage-femme, c'est vraiment l'équipe à 3, et que ça permet vraiment à l'homme d'être plus impliqué, de se sentir aussi. Puis c'est moins médicalisé. Après, si on en a besoin, de nouveau, je le dis, c'est top. On est en Suisse et on a un milieu médical qui est à la pointe, donc c'est vraiment top s'il y a une complication ou quelque chose. Mais sinon, voilà, une naissance, c'est une naissance. Il y en a eu quelques milliards avant le 21e siècle qui se sont bien passés, et puis voilà, quoi. Donc, c'est extraordinaire. Ouais, dans le lien, dans la responsabilité aussi, dans le fait d'être plus présent, de voir plus comment la femme qui, pendant sa grossesse évolue, de pouvoir être plus proche d'elle, de mieux comprendre des choses. Je pense que dans les réunions qu'on avait avec la sage-femme, d'être plus impliqué, ça a aidé certainement aussi à comprendre ce qui se passait un petit peu. Ouais. Et puis, même si tu voulais avoir des enfants, que tu t'y étais préparé, que l'autonomie t'avait aidé, est-ce que tu avais conscience, en fait, de la charge que ça représentait une fois le bébé arrivé? Parce que souvent, on a une image assez idéalisée quand même de l'arrivée d'un enfant, et c'est ce qui fait qu'il y a une dissonance après pour certaines personnes, certains papas ou certaines mamans, à la naissance de l'enfant, qui font que, voilà, il y a un peu le choc de la découverte, le choc de l'accumulation, en fait, entre la fatigue, le stress, la responsabilité d'avoir un nouveau-né, les décisions à prendre qui font que, voilà, c'est une sorte de cocktail d'émotions très très stressantes. Ouais. Moi, ce que je me souviens de ce moment-là, c'est, pour la première, c'était que on rentrait où on habitait, à Bulle, près de Bulle. Je roule avec ma compagne, puis on avait fait quelques dizaines de milliers de kilomètres ensemble parce qu'on adorait partir sur les routes en voiture.
Et genre 20 minutes, puis après 20 minutes, je suis sur l'autoroute et je réalise, je tourne la tête et je vois ma fille derrière. Et, et je, et je regarde la route de nouveau, vaut mieux, hein. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et j'ai réalisé là que, c'était fini, pas l'insouciance, hein, parce que c'est vrai que l'insouciance, j'avais déjà réalisé avant, pendant la grossesse. On a toujours ce souci de la santé du bébé, de la maman. C'est déjà des préoccupations qui étaient très présentes, bien sûr. Mais, que ma vie d'avant, c'était fini, quoi. Là, c'était clair, là, il y avait un bébé juste là derrière et ben voilà, il était bien là, quoi. Donc ça a été la première fois que j'ai vraiment réalisé que ma vie n'allait plus être du tout la même. Ça, c'est sûr. Et puis après, tout ce qui concerne cette charge mentale, ces soucis, moi, je me souviens, j'étais présent. Il y avait, je crois, des sages-femmes qui venaient à domicile. J'étais présent aussi pour les premiers petits soins, enfin, tout ce qui touche l'arrivée du bébé à la maison. Mais c'est vrai que, ben voilà, j'ai ma belle-mère qui s'occupait aussi. J'ai ma belle grand-mère qui à l'époque était venue aussi accompagner ma femme, donc pour des périodes, pour donner des coups de... Donc voilà, il y avait ce petit clan féminin dont elle pouvait bénéficier, qui fait que moi j'étais acteur, mais un acteur quand même secondaire, même si j'étais très investi et actif, mais quand même secondaire dans la notamment toute la question du soin à l'enfant, de la santé de l'enfant, qui est quelque chose de tellement important et qui ne s'occupe pas vraiment des aspects de la santé de l'enfant au quotidien, c'est des fois difficile à comprendre ce que ça signifie. Le souci de bien pouvoir observer son enfant s'il y a un souci, s'il est malade, s'il est pas bien, c'est des choses, voilà. Alors c'est plus facile à gérer une situation comme ça si on connaît bien l'enfant. Donc la personne qui est le plus souvent à la maison, elle connaît mieux les signes de l'enfant par définition puisqu'elle est plus courante. C'est vrai que d'un côté, moi, je me souviens de scènes où je rentrais le soir, où ma femme me disait, voilà, aujourd'hui, il y a un des trois, il n'a pas été bien, il a fait une grosse fièvre, là, c'était pas bien ce matin, ou même je suis passé chez le pédiatre, et puis j'arrivais le soir, elle me disait ça en 5 minutes, et en fait elle me disait, mais il va bien, il dort, ou elle va bien, elle dort. Moi j'avais eu un pic de 5 minutes de stress important parce que je savais pas ce qu'elle allait me dire quand elle me regardait avec des gros yeux et quelque chose qui n'avait pas été. Donc un gros stress, comme avec ma cravate quand je rentrais du travail. Et puis une fois les 5 minutes passées, elle me disait tout est stabilisé, c'est en ordre. Moi mon stress était passé, j'étais évidemment reconnaissant et super content. Quand j'étais pas maladroit à cause du stress induit et puis ma réaction émotionnelle, ça m'arrivait quelquefois. Et après, voilà, c'était fini. Alors que elle, ça lui avait représenté peut-être toute la matinée aux urgences, voilà, je parle pour elle parce que c'était ma compagne, ma femme qui s'occupait, la maman, mais ça peut être l'inverse si c'est un papa à la maison qui s'occupe de l'enfant, bien entendu. Donc, ça, c'est quelque chose que je commence à réaliser aussi, ça, avec le travail que je fais sur moi. C'est que toute cette charge émotionnelle, on parle de la santé d'un être humain, on parle pas d'un dossier au boulot qui se passe pas bien avec un client. Et la qualité de la charge mentale professionnelle et familiale, pour moi, elle est pas du tout la même. Et je trouve que la charge mentale familiale, elle est bien plus engageante parce qu'on parle d'une vie, on parle de santé, on parle de liens, on parle voilà, c'est hyper émotionnel aussi. Professionnel, ok, ça peut être engageant, mais ça reste que du business et de l'argent à la fin. C'est un revenu qui rentre, même si on est passionné par son job, quoi. Donc ça, c'est un aspect effectivement que j'ai pas du tout réalisé au départ, même si j'étais investi, puis qu'on a eu beaucoup de discussions sur les vaccins notamment, sur des choses importantes. Chaque fois, évidemment, que j'étais présent dans les discussions et dans les décisions avec la maman. Là, maintenant, t'es papa de grands enfants, d'adolescents et même d'adultes. Est-ce que tu ressens toujours cette notion de charge mentale, en sachant que vous l'avez partagé maintenant avec ta femme, mais est-ce que tu sens qu'en tant que père, t'as toujours, en tant que parent en règle générale, t'as toujours ce sentiment d'être un peu à l'affût de ton enfant, de vérifier que tout va bien, même quand il est plus grand? Oui, il y a toujours un gros travail, voilà, je suis papa pour la vie, hein, ça c'est le contrat à vie. Donc c'est clair que maintenant les interactions elles changent, elles ont évolué.
je suis bien sûr attentif de les suivre et je les suis dans leur envol. Ils arrivent gentiment dans la phase de décollage. Et je sais plus qui disait ça, mais le rôle d'un parent, et moi je pense ça, vraiment je le pense, c'est d'aider à faire pousser les ailes et les plumes de l'oiseau. Et c'est vraiment, moi je l'ai toujours ressenti comme ça, c'était de contribuer du mieux possible à ce que ces ailes soient les plus belles et les plus grandes possibles pour qu'ils puissent s'envoler. Ils vont m'étrangler, mais en rigolant, je leur disais souvent, enfants, à 18 ans, je vous mets dehors, quoi. Ouais. Coup de pied au derrière, 18 ans, vous êtes dehors. Et bon, ben voilà, il y a 24, 22, mais évidemment, il y a des études, ils sont aux études et tout. Et évidemment qu'on va pas les mettre dehors comme ça, mais l'idée, c'est, ma préoccupation maintenant, c'est de les voir devenir autonomes, et qu'ils puissent le faire du mieux possible. C'est de pouvoir les accompagner dans leur découverte d'adolescents ou de jeunes adultes, dans leur découverte de eux-mêmes. Et donc entre accompagnement et évidemment impuissance ou lâcher prise, hein, c'est lié les deux. Ouais. Ça veut dire ça leur appartient, mais voilà. Donc pour moi, c'est vrai que je pense que je suis très important pour eux, pour les trois encore, et pour les accompagner dans cette dernière étape vers leur autonomie, quoi. Et ouais, je pense que paradoxalement, même si on se voit peut-être de moins en moins, bon maintenant il y a le Covid, c'est un peu spécial, mais qu'ils ont paradoxalement ce besoin de pouvoir quelque part, consciemment ou inconsciemment, se jauger avec moi et voir que je suis là, simplement. C'est pas spectaculaire, mais je pense que que c'est comme, moi je le vois comme cette dernière, comme le tremplin. Il faut un bon pied pour bien pouvoir sauter, et j'espère pouvoir leur donner ça. Ça veut dire leur donner ce dernier morceau d'assise sur lequel ils puissent s'appuyer pour mieux plonger dans leur vie à eux. Ouais. Puis en même temps, c'est aussi là que ça a déjà dû commencer, j'imagine, mais vous avez une relation qui est vraiment différente. Maintenant, je veux dire, je dis pas que tu vas devenir le copain, mais il y a ce côté peut-être beaucoup plus complice, et que maintenant, effectivement, ils volent de leurs propres ailes, et puis en même temps, toi, tu t'allèges en fait un peu de cette responsabilité. Et ça doit être chouette de pouvoir avoir cette relation. Ouais, ça c'est cool. Ils aiment bien, surtout les deux filles, quand je les écoute pas assez attentivement, elles disent Gilles. Ok. Ok, je tourne la tête et puis je leur réponds plutôt que papa, évidemment. C'est clair que c'est des jeunes adultes maintenant, les trois, avec lesquels on a des échanges, et comme je disais, pour moi très enrichissants, énormément enrichissants, parce qu'ils vivent dans leur monde, et donc avec ça, moi j'arrive à mieux comprendre le monde actuel. Oui. Et moi c'est fondamental, je me fais éduquer par eux, clairement. Et je le demande, et je suis heureux, et j'ai la chance de pouvoir en bénéficier. C'est du cadeau. Et je dis pas ça juste, pour faire le fier, non, vraiment pas. C'est vraiment ça. Donc je les observe avec beaucoup de plaisir, et dans leurs soucis, dans leurs préoccupations, pas seulement dans tout ce qui va bien, non. Mais c'est clair qu'on rentre dans une relation qui est beaucoup plus proche de adulte à adulte, mais moi je pense que on peut conserver ces deux aspects. Ça veut dire que ils aiment bien, ils me gardent comme papa, c'est clair, parce qu'ils veulent un papa, et ils aiment bien que je reste le papa, et on peut tout à fait se confronter dans les idées d'adultes, dans nos réflexions, mais l'un va pas sans l'autre. Ouais. Et on me rappelle régulièrement que je suis encore le papa, quoi, avant d'être l'adulte, et je suis très content. Ouais. Parce que c'est quelque chose à quoi je tiens, évidemment. Ouais. Mais tu vois, comme quoi, c'est vrai quand on dit qu'on apprend toujours avec nos enfants, même quand qu'ils soient tout petits, qu'ils grandissent et adolescents, effectivement. Comment est-ce qu'on éduque ces enfants, en fait, sans rentrer dans l'éducation genrée, quand on essaye? Puis en fait, on se rend compte petit à petit qu'il y a beaucoup de facteurs externes qui entrent,
et qui s'opposent en fait parfois même soit à nos valeurs, soit aux idées qu'on avait par rapport à l'éducation. Et c'est une question que je me pose vraiment, parce que c'est des valeurs qu'on doit avoir depuis tout petit en fait. Tu vois, je pense à l'école, que ce soit dans les médias, que ce soit principalement à l'école pour commencer, que c'est des petites phrases de tous les jours, que c'est des personnes qu'on peut croiser dans la rue, des membres de la famille, des amis, des voisins, voilà. Ouais, je pense que de réussir à passer une société où il y aura plus de genre, c'est le défi de l'espèce humaine. Pour moi, c'est simple. Le jour où l'espèce humaine aura compris que cette segmentation est artificielle et puis qu'elle est source de peur et de violence inutile et évitable, je pense que là, l'espèce humaine aura une chance de survivre. Ça, c'est clair. Maintenant, moi, j'ai vécu avec une éducation hyper genrée en tant qu'enfant, c'est clair. C'était pas du tout un thème générationnel. Je pense que mes enfants, quand ils sont arrivés il y a 20 ou 25 ans, on se posait peu de questions sur le genre. On s'est pas posé de questions de savoir si on a acheté du rose ou du bleu. J'ai pas souvenir d'avoir fait ces réflexions de dire qu'on voulait du neutre. Comme couleur pour les petits habits des enfants suivant leur sexe. Donc c'est vrai que oui, on est de toute façon produit de notre éducation sociétale et de penser que en une génération pourra claquer des doigts, c'est se faire du mal pour rien. Malheureusement c'est pas si simple. Ça va mettre beaucoup de temps, génération après génération, de réussir à intégrer cette question du genre et de tout ce qui va autour, notamment évidemment l'inclusion et la non-discrimination, que ce soit à l'égard des femmes et aussi d'autres, entre guillemets, populations minorisées. Voilà. Donc ça, c'est un thème dans lequel moi je suis vraiment immergé grâce à mes enfants, notamment parce que eux, notamment la dernière, c'est vraiment des thèmes qui sont au cœur en tout cas d'une partie de ces jeunes générations, qui n'étaient pas du tout à l'époque, en tout cas pas la mienne, de loin pas. Donc là, il y a un vrai enjeu. L'éducation, elle commence avec les parents. La première cellule, c'est la cellule parentale. Voilà, moi j'entends des pères que je reçois, que je rencontre dans mes rencontres, dans le cadre de mon activité professionnelle, des futurs pères, dire que en fait lorsque l'enfant arrivera, ce sera la belle-mère qui s'occupera de l'enfant, qu'elle s'impose et qu'elle sera présente, et eux-mêmes se posent la question de savoir s'ils auront le droit d'être là avec la mère. J'entends des témoignages de ce type-là, de dire ben voilà, on arrive à un moment où en fait il faut qu'on puisse dépasser les rôles que les sociétés nous ont donnés, puis qu'on puisse choisir en tant que parents, non plus un modèle de famille, comme on a eu l'habitude depuis quelques millénaires d'avoir, mais d'avoir un mode de vie familial, qui puisse être construit et co-construit par chacun des membres du couple parental, avec l'enfant ou les enfants. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et donc, si on part dans ces modes et qu'on dépasse les modèles, mais qu'on est dans les modes de vie, à ce moment-là, c'est une façon de réussir à déconstruire tous les stéréotypes qui vont autour des modèles de famille traditionnels, la femme au foyer, qui gagne le pain, etc. Et on peut dépasser ces stéréotypes liés au genre qui ont été construits au fur et à mesure des millénaires. Et donc, moi, ces stéréotypes-là, s'ils étaient neutres, s'ils amenaient rien comme souffrance, ça me serait égal. Mais le problème, c'est qu'ils génèrent des souffrances, des injustices. Et donc, c'est clair que là, il y a un gros travail à faire. Et donc, la question du genre, pour moi, c'est l'enjeu clair de notre nouvelle société au niveau social, avec l'écologie, bien sûr, avec notre terre-mère. C'est les deux centres de notre survie en tant qu'espèce. Donc je suis apprenant, j'essaye vraiment d'intégrer du mieux que je peux, moi, dans ma propre transformation d'homme, tout ce que je produis et reproduis de par mon éducation par rapport à ces questions, toutes les maladresses que je peux faire autour de moi dans mes propos, ma façon d'aborder les choses, comme je disais avant, en tant qu'homme, éduqué comme tel. Donc je suis parfaitement conscient que
voilà, que je suis dans ce système-là, Mhm. que j'en fais partie, mais ça m'empêche pas aussi de revendiquer le fait que je peux être acteur du changement. Il y a une question que je pose souvent, qui me tient à cœur. Qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais te parler, si tu pouvais dire quelque chose à ton toi d'il y a quelques années, d'avant d'avoir des enfants? N'aie pas peur. N'aie pas peur quand j'étais enfant, je me suis beaucoup occupé de mon petit frère, qui était un sacré gaillard, qui faisait plein de choses, plein de bêtises, mais tout enfant, un petit. Et j'étais tout le temps en train de récupérer les situations. Et donc, ça fait bien rigoler. Bien sûr, c'était joli, mais j'étais son grand frère. Et donc, je me suis retrouvé assez vite chargé de pas mal de soucis, en fait, liés à ça, dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps. Ouais, t'en parlais avant. Et donc, de voir quelqu'un qui se met en danger, et puis de pouvoir faire quelque chose, ou être impuissant par rapport à ce qu'il fait, ouais, c'est un vrai travail que j'ai fait, et ça explique très volontiers le fait que pratiquement toute ma vie, j'ai travaillé dans la prévention et dans la promotion de la santé, qui me parle, dans le sens où, voilà, essayer d'anticiper des soucis potentiels, essayer de donner des outils, des compétences pour pouvoir mieux gérer les aléas d'une vie, pour être plus souple, pour pouvoir être en lien avec d'autres personnes, pour affronter les difficultés. Ça, c'est des choses qui s'apprennent, qui sont pas innées, et qu'on peut acquérir en tant qu'être humain. Et donc, c'est probablement ça qui m'est resté de mon enfance. Ouais. Et c'est quelque chose qui t'a servi en tant que parent aussi? Oui, alors j'ai été un peu surprotecteur comme parent de mon premier enfant. C'est pas un scoop, mais c'est clair. Et après, voilà, on apprend le job, donc au fur et à mesure, on s'améliore. Et avec les deuxième et troisième, je pense que j'ai été moins surprotecteur. J'ai appris gentiment à les laisser vivre, à lâcher prise, à avoir moins de soucis, pour des petits bobos, pour des petites choses, s'ils bougent, voilà. Et j'ai fait des progrès, parce que j'ai même ma belle-mère qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui, un jour, après quelques années, m'a dit, oh, mais là, t'as changé, là. Ah ouais, là, t'as changé, là, t'es bien amélioré. Pourtant, Dieu sait jamais dans le jugement, mais en l'occurrence, ça m'avait fait ce beau compliment, en disant, voilà, voilà, donc, ouais, lâcher prise, d'accompagner, c'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure de ce job qui est pas payé que d'être parent, quoi. Et puis le fait que je change, voilà, dans une vie tu changes, c'est plus le même, je suis plus le même, et on n'est plus le même, et la famille n'est plus la même qu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'est toute une dynamique. Il faut être vraiment conscient que c'est vraiment un développement continu, quoi. Et il y a des moments où ça a été très difficile, et puis des moments où c'était juste top, et puis c'est vrai que je dois dire que là actuellement, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Voilà. Et est-ce que tu es persuadé, comme beaucoup d'autres parents, qu'on oublie les moments difficiles, passés des années, quand on regarde un peu en arrière? Bon, il paraît que le cerveau il trie, lui il fait ce boulot, de trier et puis d'éviter que... Parce qu'on en parle souvent par rapport aux femmes, en fait, par rapport à l'accouchement, que les hormones libérées au moment de l'accouchement nous permettent d'oublier en fait la douleur, et c'est ce qui fait que l'humanité continue. Mais est-ce que par rapport au papa, on peut dire aussi, tu penses qu'on oublie, enfin que les papas oublient aussi les moments difficiles? J'ai pas vu d'études là-dessus, mais moi je pense qu'il y a certainement des moments qui ont été plus durs qu'on va pas oublier. Parce que voilà, c'est des moments tout d'un coup, on a pu être traumatisé. Et je pense notamment maintenant, en pensant à ça, je pense à toutes ces jeunes familles qui mettent au monde des enfants sous Covid, où le père est très souvent absent des hôpitaux, interdit d'accès, et donc la mère souvent seule, pour pouvoir gérer cette situation émotionnellement. Et là, franchement, je pense que ça doit pas être facile, ça n'a pas dû être facile pour ces personnes-là. Et j'aurais envie de leur dire, prenez soin de vous, et si vous n'êtes pas bien, allez voir quelqu'un qui puisse vous aider pour être sûr que vous n'avez pas
des choses que vous n'avez pas pu effacer parce que ça s'est passé pas comme vous auriez aimé. C'est des petits traumatismes ou des restes de ce qui s'est passé avant, pendant l'accouchement. J'aurais volontiers envie de leur dire ça parce qu'en soi, un accouchement, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, donc de marquant. Mais si on n'a pas pu le faire de la façon idéale avec le couple, eh ben ça doit être, je pense, d'autant plus difficile, et je trouverais tellement normal et adéquat de se poser la question, puis de se dire, mais c'est vrai que j'ai peut-être des choses qui traînent, j'ai peut-être des souvenirs qui me reviennent un peu trop souvent autour de ma naissance, de la naissance de l'enfant, et ben faut que j'aille voir quelqu'un qui puisse me donner un coup de main, quoi. Ça peut être un simple psychologue pour évacuer ces images-là, enfin, de se soigner aussi, pour la maman et pour le papa. Ouais. Ouais. Mais heureusement, j'ai des souvenirs de parents, on a eu des choses, quoi. On a quand même fini à l'hôpital, et des choses comme ça dans toute la vie de tout enfant, mais ça s'est globalement extrêmement bien passé. Ouais. Je pense aussi, puisqu'on parle surtout des papas, je pense aussi aux papas qui ont des doutes sur leur participation, sur le fait d'avoir envie d'être père ou pas, ou qui peuvent le découvrir, ce sentiment un peu plus tard, et le fait que parfois, tu sais, t'es dans un moment difficile, et puis homme ou femme, hein, papa ou maman, et puis tu peux te dire, voilà, sur le coup, c'est ingérable, je pense aux dépressions aussi périnatales, où c'est extrêmement difficile à continuer, très difficile à gérer, et de peut-être savoir que ça passe avec le temps, qu'il y a certaines choses, oui, qu'on n'oublie pas, mais peut-être savoir que, voilà, certains souvenirs s'estompent, et qu'au final, souvent, on garde aussi quand même les souvenirs des beaux moments ou des moments plus heureux. Peut-être que ça peut aussi rassurer certaines personnes qui sont dans un moment difficile. Exactement. Oui, le parcours de vie, c'est des hauts et des bas, hein. C'est l'accouchement, la naissance d'un enfant, c'est dans le cycle de vie d'une personne, c'est quelque chose d'incroyable. Donc c'est marquant, comme je disais avant. Et il peut y avoir, je crois qu'il y a pratiquement 10% des papas qui peuvent avoir une dépression postpartum, qui va se déclarer un petit peu plus tard que la maman, après 2-3 mois, et puis qui va avoir des signes qui seront un petit peu différents de la maman. C'est clair que ça peut être au nouveau des petits comportements à risque, inhabituels, on commence peut-être à boire un peu plus, faire la fête, ou on fait d'autres choses où on a évidemment plus le moral, plus le goût à ce qu'on aimait faire avant. Enfin, il y a deux, trois symptômes comme ça qui, si ça dure pendant 1 mois, 2 mois, voilà. Et là, c'est vrai qu'il faut encourager ses parents, papa, maman, à aller voir leur médecin direct, et puis dire surtout, voilà, on est jeunes parents, on vient d'avoir un enfant, pour que ce médecin généraliste, qui est peut-être pas au courant que les hommes font aussi des dépressions postpartum, qu'on les mette la puce à l'oreille, et puis qu'ils puissent ensuite accompagner adéquatement ses papas ou ses mamans. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont difficiles, et on a eu des moments difficiles, comme tout le monde. Le deuxième enfant, il a pas dormi pendant 7 mois. Et on s'est retrouvé dans des situations, moi je me suis retrouvé dans des situations où j'étais dans le bord de la crise de nerfs. Une fois j'ai failli le jeter, tellement j'étais à nerfs, j'étais sur les nerfs, je dormais plus, j'étais épuisé. Et donc, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais évidemment, si ça arrive, c'est le réflexe, c'est de poser le petit bébé, il va pas s'évader. On le pose par terre le plus vite possible, on ferme la porte, et on va crier, on respire. Et on respire, et puis, voilà, tout va bien. On ne secoue surtout pas, bien entendu. Voilà, c'est des petits réflexes qui peuvent arriver, parce que c'est vrai que le sommeil dans les premiers mois, c'est quelque chose qui arrive souvent, où le bébé dort pas, donc le couple est fatigué, il faut gérer, il faut faire vraiment l'équipe, quoi. Partager le canapé, laisser dormir l'homme ou la maman, la maman si elle allait, voilà, dans le lit, mais l'homme, quitte à ce qu'il veut passer nuit parce qu'il doit travailler le lendemain, il a un truc, qui passe une nuit, qui récupère pour qu'il soit en meilleure forme après, développer toutes ces stratégies de parents pour réussir à concilier le sommeil manquant. Mais ce que j'entends de mes futurs papas et de mes jeunes pères régulièrement, c'est que on s'adapte d'une façon incroyable. Et on trouve des ressources inouïes. Combien de fois je me suis dit, mais comment je suis capable de faire ça dans l'état où je suis? Eh ben, j'étais capable de le faire bien.
tout en étant à moitié épuisé, à moitié... Parce que voilà, on a des ressources insoupçonnables, on les connaît seulement quand on va les visiter. Ouais, et puis on en ressort grandi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Comment est-ce que tu te sens quand tu vois là où t'en es arrivé aujourd'hui? Parce qu'on parlait de ton enfance, on parlait de toi, jeune travailleur, de ta rencontre avec ta femme. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, ton parcours professionnel et puis aussi de papa, comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Je dirais, au niveau professionnel, je pense que globalement j'ai pris mon pied. J'ai changé de job régulièrement, chaque 6-7 ans. J'ai découvert plein de domaines différents, des niveaux de responsabilité différents, des champs d'activité différents, donc une grande diversité, tout ce qui me plaît bien. Donc j'ai eu des expériences plus douloureuses, mais on apprend de ces expériences-là. J'ai eu 2 expériences professionnelles dures, sur 6 ou 7 que j'ai eues au total. Donc je pense que j'ai acquis énormément de compétences, que je suis à l'aise dans beaucoup de choses, beaucoup de champs, comme un généraliste, parce que je suis toujours senti généraliste. Mais moi je me sens un généraliste, ça veut dire avec plein de compétences, mais pas hyper pointu dans un domaine ou l'autre, et ça je trouve que c'était quelque chose qui me va bien, qui me plaisait bien, la diversité. Et puis au niveau personnel, c'est clair que la vie familiale a une grande importance, donc pour moi... le fait d'avoir une partenaire avec qui j'ai autant de plaisir à vivre, à partager, à échanger après tant d'années et avec autant de plaisir, quoi, c'est un privilège. Et puis d'avoir 3 enfants qui sont en bonne santé et puis que je trouve qui ont vraiment des valeurs ou en tant que personne je les trouve tellement belles que ben voilà, donc Ouais. je peux pas demander grand chose de plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Merci. Est-ce que t'aimerais dire quelques mots sur ton travail? Est-ce que t'aimerais parler de ce groupe de paroles pour les papas? Oui, volontiers. Donc Manner.ch, cette association développe un programme Mencare, et dans ce programme on a notamment toute une offre de prestations pour les futurs pères ou pour les jeunes pères, qui sont en fait des groupes de rencontres entre 5 et 10 personnes en général. Vaut mieux pas être trop, comme ça il y a plus de temps de parole pour chacun, qui sont juste des groupes où on va échanger sur le ressenti, le vécu, les soucis que tous ces hommes n'ont pas l'habitude d'échanger avec d'autres hommes, de par leur éducation. Cette intimité-là, ils n'ont pas l'habitude de la partager. Là, c'est un espace qui est, je pense, bienveillant, très accueillant. Enfin, je fais ça depuis 4 ans et j'ai pas encore une seule plainte, et plutôt des grands sourires et des beaux partages. Donc, c'est des espaces qui sont encore beaucoup trop rares en Suisse romande, et donc ça existe. Et notamment à Genève, le centre périnatal des familles, ou à Lausanne, l'offre. Il y a Profa dans le canton de Vaud, à Renan, qui offre aussi ces espaces que j'anime, et des fois dans des maternités, enfin une maison de naissance aussi, je l'ai eu fait. Voilà, donc il y a vraiment, c'est des moments qui permettent à ces futurs pères ou à ces jeunes pères de poser des préoccupations entre hommes. Cet entre-soi masculin, c'est plutôt le fait de pouvoir voir que d'autres hommes vivent les mêmes choses qui est très aidant. Ça enlève une pression monstrueuse sur ces hommes qui sont toujours seuls, hein, beaucoup plus seuls que les femmes, j'ai l'impression, à parler de ces thématiques-là de l'intime, et la paternité, c'est intime. Ouais. Et donc, je pense qu'ils ont un immense plaisir à partager là-dessus, et aussi à voir les compétences et les ressources qu'ils peuvent aussi voir en eux. En fait, quand on échange là-dessus, on se rend compte que, en fait, chacun a des expériences différentes, mais que chacun trouve des solutions et a des stratégies différentes. Et ce partage-là est très très riche. Et moi, j'anime ça. Ça se passe toujours de façon tellement respectueuse. C'est tellement des beaux moments. Ils ont tellement du plaisir à le faire. J'ai un papa qui disait, en arrivant dans cette soirée, je me disais, est-ce que je serais capable de parler de mes ressentis? Et en terminant cette soirée, non seulement j'ai vu que j'étais capable, mais en plus, je me suis vu utiliser des mots que je connaissais même pas.
Donc ça, c'est des échanges magnifiques. On développe aussi, ce qui est assez nouveau sur Lausanne, mais ça peut venir à Genève aussi, avec le Centre périnatal et famille, des rencontres pour des couples de futurs parents. Ça veut dire vraiment, l'idée c'est d'avoir 3 couples à la fois. On est en duo, une psychothérapeute et moi-même, qui est intervenant. C'est pas la thérapie, hein, c'est vraiment de l'échange, de la discussion, de la préparation. Et on rencontre 3 fois ces 3 couples, 2 fois avant la naissance, 1 fois après. C'est très important. Après la naissance, le postpartum, c'est toujours une période difficile, faut être clair, engageante pour le couple. Et on va discuter du couple conjugal qui existait avant l'arrivée de l'enfant, du couple parental, qui est maintenant nouveau, en plus du couple conjugal qui existait avant et qu'il faut évidemment faire perdurer, mais même s'il ne sera pas le même, même s'il sera nouveau après l'arrivée de l'enfant, mais il doit toujours être là. Il va évoluer, ouais. Et donc on peut échanger, et ça je me réjouis de pouvoir avoir les premières rencontres dans l'accompagnement de ces couples parentaux. Donc ça, c'est quelques prestations qu'on offre à l'attention des pères. On fait aussi des formations, cette fois plutôt pour tous les professionnels de la périnatalité, de la petite enfance. Là, on s'adresse vraiment aux gens pour qu'eux puissent apprendre, ou elles puissent apprendre à mieux accueillir les pères dans leur pratique professionnelle. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et donc, il y a des offres de formation et de coaching institutionnel que MenCare offre avec le soutien de la promotion santé suisse en Suisse pour ces professionnels. D'accord. Voilà, quelques prestations. Merci beaucoup. Merci Gilles pour ton témoignage. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présence, votre écoute et à très vite sur Parenthood pour le prochain épisode.